Bonjour à tous et toutes. J'ai filmé cette interview de Lorraine Groff lorsqu'elle était de passage à Paris, à Vincennes, au moment du Festival America. Elle était, comme elle l'a dit, très fatiguée, donc c'est vraiment un honneur qu'elle m'a fait de m'accorder cette interview. Je voulais revenir un peu sur le texte, donc en tant que traductrice, puisque vous avez bien compris que c'est un texte qui a été extrêmement difficile à traduire. Et donc je vous montre d'ailleurs le livre qui à ce moment-là n'avait pas encore été achevé, donc le voilà, Les Terres Indomptées. Et donc c'est un livre qui m'a donné énormément de mal parce que c'est un livre très écrit, comme elle l'a expliqué, en iambe, donc suivant un rythme, tata, 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 et qu'il fallait trouver un équivalent en français. Alors bien entendu, à la période concernée, début 17e, c'est l'alexandrin qui triomphe, mais moi je ne pouvais pas traduire en alexandrin. Donc quand j'ai commencé ma traduction, j'avais pas vraiment de méthode prévue. J'y suis allée de manière assez expérimentale, et puis bon, j'ai traduit comme d'habitude. Et puis vers la 50e page, qui est souvent un moment critique dans un texte, dans une traduction, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Et j'ai commencé spontanément à mettre moi-même un rythme de scansion, en fait, dans la traduction. Alors, je me suis dit, je vais peut-être pas faire tout comme ça, et en fait, j'ai essayé, et si, ça marchait. Donc j'ai repris tout le début de ce que j'avais fait, et j'ai scandé toutes les phrases, de manière à non pas faire des vers, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas trouver de parfaits alexandrins ou de parfaits octosyllabes, mais il y a des mélanges de rythmes ternaires, quaternaires, qui permettent vraiment d'avoir un texte en français qui répond à l'équivalent, donc au texte d'origine en anglais. Et j'ai même demandé à un ami très cher, écrivain anglophone, de lire le texte de Lorraine pour me dire, parce que moi j'arrivais pas vraiment à sentir jusqu'où allait ce rythme des iambes. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit oui, effectivement, on sent qu'il y a ce côté incantatoire qui rappelle, bon, comme on l'a déjà dit dans l'interview, le rythme des pièces de Shakespeare, le rythme de la Bible de King James. Donc voilà. Donc j'ai essayé de donner à ce texte vraiment un rythme qui est tout à fait particulier. Alors je vais quand même en lire un extrait parce que sinon, si on n'a pas d'illustration, ça ne signifie pas grand-chose. Je vais vous lire deux courts extraits, un qui est le tout début du livre et un autre qui est un tout petit peu après. La lune s'était cachée derrière les nuages. Le vent cinglait la neige glacée en diagonale. À travers une fente de la haute palissade noire, trop fine, semblait-il, pour laisser passer une personne, la jeune fille se faufila jusqu'aux vastes, jusqu'aux terribles terres sauvages. Sa capuche tombait bas sur son visage. Frêle était-elle, osseuse, menue, comme une enfant, réduite par la faim à presque rien, à sa racine, ses nerfs, ses fibres, ses tendons. Bien qu'affamée et aveuglée par les ténèbres, elle était preste. Elle se redressa, trébucha au premier pas et faillit choir. Mais elle se rattrapa et détala à toute vitesse, par les ornières gelées des champs, parmi le chaume du blé mort qui déjà l'été précédent était d'un noir de suie et dépourvu de grains rabougris par la maladie. Plus vite, ma fille, se disait-elle, et tout à la peur et l'angoisse, ses jambes étaient plus vives encore. Donc, un peu plus loin, elle arrive donc dans la forêt. Ce fut seulement en pénétrant dans la forêt que le vent retira ses doigts de sous ses jupes et de ses joues. Dans les bois, certes, il faisait moins froid, mais pas chaud pour autant. Elle s'arrêta et appuya le front contre l'écorce rugueuse d'un pin. Et cette dureté sur sa peau la maintint tout entière. La lumière qui eût pu tomber d'en haut était absente, car les cieux étaient enveloppés d'une épaisseur de nuages. Les bois s'étendaient devant elle, denses comme la poix, bien que quelques pustules de neige luisissent au creux des arbres. Elle haletait, mais à force d'efforts, son souffle s'apaisa. Elle laissa le silence filtrer en elle, entre les arbres, et celui-ci lissa le souvenir de son pas plein de hâte, et elle se demanda
si son fracas s'était avéré tel qu'il avait réveillé les hommes du fort, et puis ceux qui vivaient depuis toujours par ces contrées. Hommes connus, hommes inconnus. Les uns comme les autres pouvaient en cet instant ramper vers elle. Elle écouta les frottements, la musique du vent, tronc froid contre tronc froid, tels des violons qui cherchent à s'accorder, mais elle ne décela nul bruit de pas ni de brindilles cassées. Toutefois, l'absence de bruit n'était pas un vrai réconfort. Enfin, quand le sang fut calmé dans ses oreilles, elle entendit non loin de là le glou-glou du ruisseau, l'eau qui frottait la surface de la glace. Elle alla de l'avant d'un pas évanescent, et quand elle sentit la glace lisse dessous son pied, puis de la berge de pierre l'étroit ruban que le cours d'eau couvrait à la fonte des neiges, elle se mit à le suivre en direction du nord, heureuse d'échapper aux brindilles pointues tendues vers elle, et aux fourrés qui tentaient d'agripper son visage ses hardes. Dans la nuit, elle courait, et le froid, et le noir, et la peur, et l'ampleur de sa perte, les étendues sauvages, toutes ces choses rassemblées diminuaient en elle celle qu'elle connaissait jusqu'à n'être plus rien. Être rien, c'est ne point exister. Être rien, c'est être sans passé. Il était aussi vrai, pensa la jeune fille, qu'un rien sans passé pouvait se trouver libre. Voilà, c'est donc le nouveau livre de Lorraine Groff, Les Terres indomptées, paru aux éditions de l'Olivier.